Bonjour à tous. J'espère que la nuit n'a pas été trop courte et vous êtes un peu reposés. C'est très agressif ce micro. Voilà, donc normalement quand on monte sur scène, on prend un moment pour remercier les gens qui vous invitent. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas être capable là tout de suite. C'est vrai que quand on monte sur scène, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Il y a toujours un moment donné où on se demande ce qu'on fait là. Donc là, c'est maintenant pour moi. Pour de vrai, je suis un vrai timide, un vrai tracker. C'est pour ça que, comme souvent les dessinateurs, on est bien cachés derrière notre table à dessin. Tout ça, c'est une activité très, très solitaire et presque onaniste. Et ça me va bien. Donc bon, voilà. Donc maintenant, c'est le moment où je regrette un petit peu cette conversation que j'ai eue il y a environ 6 mois. Je ne me rappelle plus trop quand elle a eu lieu, mais je devais être un peu speed sortant du boulot, traçant faire les courses, devant récupérer mes enfants au centre de loisirs, pas trop en retard. Est-ce que déjà que le directeur de l'école de mes enfants m'a un peu dans le collimateur depuis que mes enfants racontent les blagues pédophiles de papa à la récré. Ça c'est un danger quand t'as tes enfants, quand tu fais le métier que je fais, que tu as des enfants qui apprennent à lire, faut rien laisser traîner. C'est un truc. Donc voilà, ce qu'on a beau dire, on peut rire de tout ça, les blagues pédophiles en CE2, c'est... Voilà. Le dirlo, il a tiqué un peu quand même. Donc, parce que l'humour pédophile, c'est un truc, faut grandir un peu, c'est un goût d'adulte, c'est un peu comme le café ou les épinards, petit, tu apprécies moyennement. Donc voilà, la personne m'appelle, c'est pas bien le moment, mais je réponds quand même parce que je l'aime bien. A priori, la personne m'a jamais fait de coup de pute, donc pas de raison que je ne réponde pas. Alors oui, je dis la personne, si vous voulez, c'est un principe, c'est pour le respect du secret professionnel. Je fais ça pour mes dessins, toujours, je mets jamais le nom des gens, ça c'est normal. Donc je dis la personne, ou alors si, pour plus de facilité dans le récit, il faut mettre un nom d'emprunt. Je fais ça souvent dans mes dessins, j'invente des noms. On fait ça aussi quand on anonymise nos écrits. Hein. Donc voilà, donc peut-être pour que ce soit plus simple, on va dire que la personne s'appelle Christian. Christian Lecontre. Non mais cherchez pas, c'est un truc, c'est le hasard, n'importe quoi. Je dis Christian Lecontre, on pourrait mettre Cristobal Lecoutre. Ça passe, ou même un truc marrant, genre Totof le Goinfre. Hein, ou même carrément, pour brouiller les pistes encore plus, vous changez de sexe. Vous dites Christiane Lefointre, chef de service à Nice. Voilà. Pour l'association Low Cost. Donc voilà, la personne qui est donc présidente de l'association Famine et Haute Source, donc m'appelle. Et je préfère faire comme ça la personne est protégée, et puis moi je suis tranquille pour le respect des professionnels. Voilà. Donc je réponds un peu speed en marchant, mais jovial quand même, en confiance. Salut ma Christiane, comment tu vas, la famille, tout ça. Super, beau temps à Nice, ouais bien, bon. Tu papotes vite fait, mais tu approches de l'entrée du métro, puis surtout tu approches de l'heure où tes enfants vont être placés à l'aide sociale à l'enfance. Hein. Donc je me suis dit que c'était le moment de ne pas le contredire, d'abréger la conversation. Donc je me prépare à répondre ok, pas de souci à tout ce qu'il me dit. Et donc là le mec doit sentir à distance l'état de vulnérabilité, ça c'est le sort de 6e sens des éducateurs, et parce que comme ça en loose day il me glisse, bon sinon t'interviendrais pas sur scène pour le colloque sur les émotions, parce que toi avec tes dessins tout ça on s'est dit avec les copains que ça le ferait bien, donc tu vois tu fais un truc, bon de toute façon on a déjà imprimé les programmes avec ton nom. Voilà. On t'a mis 1h30 tout seul dans la grande salle, bon bah voilà. Il fallait faire vite, du coup j'ai pondu le titre, hein. J'ai mis le rire échappatoire ou outil de médiation. Bon allez, je te retarde pas si t'es pressé, salut. Moi j'ai eu le temps de dire ok, pas de souci. Donc voilà, c'est maintenant. Je me dis j'ai mal négocié cet appel. Donc je vous concède que le procédé de cette garce de Lefointre est un peu pervers, mais j'ai mal négocié quand même la conversation. Alors c'est un peu long comme introduction, j'ai voulu faire un peu d'humour. Je vais être honnête, c'est surtout pour gagner du temps, parce que je n'étais pas persuadé d'avoir beaucoup de choses intéressantes à vous raconter. Donc en fait je vais traiter de ça, le rire, échappatoire, outil de médiation ou méthode de feignasse pour gagner du temps. Parce que ça sert à ça aussi, ça sert à ça, je l'ai longtemps utilisé. Donc voilà, je vais vous faire part un petit peu plus sérieusement de mes réflexions personnelles sur le sujet, oui, des choses qui me sont passées à l'esprit en réfléchissant à cette journée. Et puis un peu de mon expérience, probablement de manière un peu désordonnée, donc il n'y aura pas la rigueur d'un discours universitaire ou la profondeur d'un travail philosophique, mais on va essayer quand même de se dire 2-3 choses pas trop idiotes. On verra.
Donc oui, pas la rigueur d'un discours universitaire, c'est-à-dire qu'on ne se demandera pas, par exemple, si le rire est le propre de l'homme. C'est la question qu'on se pose généralement. Je ne sais pas si c'est Montaigne qui a dit ça, le rire est le propre de l'homme. Savoir si les animaux rient, par exemple, je ne suis pas persuadé que ce soit chose fondamentale. On sait par exemple que dans certaines espèces animales, la femelle bouffe le mâle après le coït. Je ne suis pas sûr qu'il faille en tirer des enseignements pour... Donc bon, voilà, le propre de l'homme ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va pas faire non plus? Je sais plus, je suis perdu. Oui, peut-on rire de tout? Alors voilà, c'est la tarte à la crème, est-ce qu'on a le droit de rire de tout? Dans nos métiers, c'est vrai que le rire est suspect. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens en situation de vulnérabilité, donc est-ce qu'on a le droit d'en rire? Moi, je pense qu'on peut. Il suffit d'accepter l'idée d'être un enfoiré. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Moi, je l'ai fait il y a longtemps. Après, on peut rire de tout. Donc, de fait, voilà, dans, dans ce milieu professionnel, le rire est suspect. Peut-on rire du petit Kevin en protection de l'enfance? Il y a des Kevin dans la salle? Il n'y a pas de Kevin. Bon, bah, c'est bon, on peut y aller. C'est vrai que Et en même temps, on ne rit que de ce qui n'est pas drôle, par définition. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà. Bon, pourtant, le rire facilite la relation, on le sait bien. Lorsqu'on rencontre des gens dans notre vie privée, on apprécie immédiatement ceux avec qui le rire apparaît spontanément. On se fait des plaisanteries, c'est plaisant. Mais dans le travail social, c'est suspect. Certains professionnels considèrent que leur légitimité pourrait être entamée s'ils laissaient une place à l'humour et au rire. Donc bon, voilà, la question se pose. Moi, je suis assez convaincu de mon côté que si on renonce à l'humour, alors il ne nous reste que la commisération, voire la pitié, chère à tous les curés de toute confession, tous ceux que l'humour effraie. Donc j'espère vous convaincre, si cela est nécessaire, contre tous ces pisse-froids qui s'imaginent que c'est un manque de respect, t'as vu, voilà. Donc je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, ni même très pertinent sur le sujet, mais simplement, avec une impudeur assumée, de témoigner à la première personne d'une trajectoire qui m'amène aujourd'hui à faire profession d'humoriste de la maltraitance, dans le respect de la personne humaine, hein, toujours. Donc c'est l'avantage d'être artiste, hein. Quand on monte sur scène, on peut raconter des conneries. Parce que si j'étais sociologue, ethnologue, je ne sais pas quoi vous attendriez de moi, forcément quelque chose d'un peu intelligent, là non seulement j'ai le droit de dire des conneries, mais vous attendez ça de moi. C'est assez miraculeux, je conseille ce métier à tout le monde. Mais je me suis fait engueuler toute ma vie par des profs parce que je dessinais en cours, et puis maintenant c'est mon travail, comme quoi il ne faut pas écouter ces gens-là. Donc voilà, j'ai opté pour un plan mi-chronologique, mi-thématique, donc ni de droite ni de gauche. Donc par définition, c'est tordu. Hein, voilà. Pour la politique comme pour les plans, c'est pareil. Donc, alors je vais me présenter un petit peu. Je pense que c'est important de dire d'où on parle quand on s'exprime. Je pense que c'est la moindre des choses. Michel Onfray dit que les humains ne sont que des biographies. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Donc avec un peu d'impudeur, je vais vous parler de moi. Alors, je viens d'une famille de rieurs, une famille où ça déconnait beaucoup, des pieds noirs espagnols, assez nombreux, assez bruyants, où la vanne était un exercice de style quotidien et obligatoire, donc ça forme une habitude de l'autodérision. Et donc voilà, ça vannait, ça rigolait beaucoup, mais ils m'ont toujours appris que c'était pas dangereux. C'était la grande chance, c'est-à-dire que c'était pas dangereux de charrier, de se faire charrier, on risquait pas de vexer, on risquait pas de, créer de brouille ou je sais pas quoi. Et puis l'humour a toujours été très, très valorisé dans les enfants de ma famille, c'est-à-dire que c'est les pieds noirs espagnols, hein, donc ça se pince les joues, tout ça. Et donc je vais pas vous raconter là, parce que ça oblige les enfants, ça met les enfants dans des situations assez ridicules, parce que ça fait rire tout le monde, donc voilà, les gens vous poussent à le faire. Voilà, il faut être gracieux, tu es gracieux mon fils, voilà, c'est bien. Et donc voilà, et évidemment l'humour c'est aussi un besoin d'exister, un besoin d'être remarqué, un besoin d'être vu, et très clairement il y avait de ça. Et puis je ressentais aussi un fort besoin de consolation maternelle. Alors je précise, c'est ma mère qui avait besoin d'être consolée, voilà. Donc parce que oui, je vous ai décrit une famille très rigolote, mais comme dans toutes les familles, il y a des douleurs, il y a des peines, il y a des moments difficiles, et ma mère, assez souvent esseulée parce que papa était dehors, me confiait, en bon fils aîné, ses difficultés, et il fallait que je la fasse rire. C'était assez rapidement, j'ai compris que c'était quelque chose qui m'incombait. Donc voilà, et puis elle était dessinatrice. Alors amateur, elle a toujours fait que des copies, un peu peintre, mais je me rappelle très bien que quand j'étais petit et que je la regardais dessiner, ça déclenchait chez moi des fous rires. Complètement nerveux, rien que c'est pas que son dessin était drôle, mais simplement l'idée qu'un crayon puisse... une feuille de papier puisse aboutir à un dessin.
c'était quelque chose qui je sais pas, qui déclenchait des fous rires, une espèce de joie pure comme ça. Je me rappelle très bien de ça. Et puis elle valorisait aussi beaucoup mes dessins, c'est-à-dire qu'il suffisait que je fasse la moindre merde. Alors, on fait tout ça un peu avec nos parents, avec nos enfants. C'est toujours merveilleux quand c'est nos gosses qui le font. Mais elle a continué à 40 ans, elle continue à faire comme ça. Donc voilà. Et puis voilà, on me demande parfois depuis quand est-ce que je dessine. Vraiment, je pense que la question est idiote, si je peux me permettre. Pardon, c'est toi qui me l'as posée ce matin. Non, mais parce qu'on dessine tous, on a tous dessiné. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que certains d'entre nous arrêtent? Donc voilà, moi j'ai jamais commencé à dessiner, comme vous, quand j'ai eu l'âge de tenir un crayon. Et puis donc j'ai toujours fait le con au collège, au lycée, à la fac, et puis le dessin pour toujours, dans les marges. Moi j'ai appris à dessiner dans les marges de mes cahiers, j'ai jamais pris de cours de dessin, ça se voit d'ailleurs. Et puis ensuite... Non, mais je vais faire un peu court, je vais pas raconter toute ma vie, ça va être chiant. Donc après, voilà, je suis devenu éducateur spécialisé, donc, et j'ai découvert ce métier fantastique en protection de l'enfance. Moi, j'ai toujours travaillé en protection de l'enfance, donc je travaillais longtemps en MEX, maison d'enfants à caractère, vous savez tout ce que c'est qu'une MEX ici. Et puis, oui, alors c'était une MEX, moi j'ai arrivé dans cette MEX avant formation, donc j'avais aucune idée de ce métier, et c'est une MEX qui allait très mal. C'était une grande baraque assez sordide, dans un endroit magnifique, parce que c'était tout en haut de la colline de Montmartre. Mais l'endroit allait très mal, une soixantaine de mômes, des équipes très dysfonctionnantes, etc. Et moi, je ne me rendais pas forcément compte de ça, parce que j'arrivais avant formation, donc il fallait un moment avant que je me rende compte à quel point cet endroit dysfonctionnait. Et puis voilà, j'ai fait ma formation en cours d'emploi, etc. Et aujourd'hui, je travaille en AEMO. Donc AEMO, c'est la même chose, mais les enfants continuent à vivre chez leurs parents, et c'est l'éducateur qui se déplace. Donc je découvre ce métier, et donc la relation à l'autre. Le fait de se rencontrer, le fait de devoir faire alliance, et puis ce mouvement d'aller au-devant de l'autre, alors c'est notamment très clair en AEMO, on va chez les gens qui sont a priori, puisque ça passe par le juge, pas demandeurs de ce suivi. Donc il y a un mouvement à faire, et ça, malgré les différences, malgré l'appréhension, il y a une vraie infraction dans l'intimité de l'autre. Et donc c'est des moments où on peut être assez rapidement embarrassé et embarrassant pour les familles qu'on rencontre. Notamment en VAD par exemple, c'est pas évident de faire des visites à domicile. Moi les premières fois j'étais très intimidé de pénétrer l'intimité des gens pour parler de choses très intimes. Enfin. Et puis la protection de l'enfance, bon, ce sont des moments, comme on l'a dit hier, chaleureux et lumineux, mais c'est aussi, évidemment, ce sont aussi les abus, les abandons, les violences, les emprises, les maltraitances, la précarité. On est parfois exposé à la souffrance de l'autre, à la souffrance, à sa douleur physique, mais aussi morale, à notre impuissance, à nos difficultés de compréhension, différences culturelles, etc. Donc, personnellement et socialement, l'entrée dans ce métier était un choc quand même. Quelque chose qui demande une méthode, enfin, je ne sais pas, comment faire, quoi. Et donc, évidemment, par nature, sans y penser, j'ai utilisé l'humour. Parce que oui, le titre, c'est le rire, machin. Je pense que je vais plus parler d'humour aujourd'hui, parce que le rire, ça peut être quelque chose de spontané, qui n'est pas provoqué. J'aime mieux penser l'humour comme quelque chose d'intentionnel, un mouvement vers l'autre, quoi. Et donc voilà, c'est ce que je connaissais, c'est ce qui m'avait toujours permis d'établir des relations satisfaisantes. J'ai toujours plaisanté avec mes collègues. Comme je cru comprendre une bonne partie d'entre vous, je pense que la plupart des choses que je vais vous dire aujourd'hui, vous le savez, vous le faites aussi. Mais donc évidemment, je plaisantais avec mes collègues et puis avec les gamins, avec les parents. Alors pas tout le temps, hein, c'est-à-dire qu'on va en parler, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de... Il faut être un petit peu responsable, un peu debout, il y a des choses sérieuses dont il faut parler, mais en tout cas, pour briser la glace, pour rentrer en relation, l'humour a toujours été quelque chose que j'ai utilisé assez spontanément dans ce métier. Il y avait quelque chose de l'envie et du besoin de les faire rire, et de rire avec eux, clairement hérité de mon enfance pour le coup. Et donc une façon d'être en relation. Il s'agit souvent dans notre métier de mettre à disposition notre appareil émotionnel. Je crois qu'on le fait bien que si on ne triche pas et qu'on est un peu soi-même dans la relation. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tendance à dire souvent que le métier d'éducateur spécialisé se rapproche beaucoup du métier d'artiste, en ça qu'il s'apprend, mais que comme la touche d'un peintre, ça s'apprend pas. On va apprendre comment se forment les couleurs, techniquement, comment se compose un tableau, etc. Mais la forme de votre touche, la puissance de la touche sur le tableau, par exemple,
c'est quelque chose qui est personnel à chaque peintre, et je crois qu'en éducation spécialisée, la façon dont on est en relation, c'est évidemment quelque chose de spontané, de créatif et de propre à chacun, pour le coup très proche de la pratique artistique. Bon, alors j'ai bossé un petit peu quand même, parce que je ne vais pas leur raconter que ma vie, ça va me les gonfler. Donc j'ai bossé un petit peu et je suis allé chercher, comme je fais souvent au moment de réfléchir à un sujet, l'étymologie et surtout l'histoire des mots, parce que l'étymologie c'est un instant T, c'est-à-dire le moment où le mot apparaît, où l'ancêtre du mot apparaît, mais ce mot il se déforme, les mots ils ont une histoire. Et donc je suis allé chercher l'histoire du mot humour. Et c'est un peu une digression, mais je vais la faire quand même parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, parce qu'en fait, c'est un mot qui a traversé la Manche plusieurs fois, entre la France et l'Angleterre, au point qu'aujourd'hui, quand on parle d'humour anglais, c'est presque un pléonasme. En fait, l'humour, c'est anglais, mais bon. Et donc voilà, le mot humour vient donc du vieux français humeur, qui lui vient de, je sais plus, humus, non, humus c'est autre chose, c'est le truc au poche, mais je sais plus, enfin bref, on s'en fout, personne n'est latiniste de toute façon, mais en tout cas ça vient d'une racine latine qui signifie eau, liquide, assez bizarrement, et puis par des formations de sens, liquide organique, et selon la médecine hippocratique, on a défini 4 humeurs qui parcourent notre corps. Alors évidemment, c'est cette façon de penser de la médecine aujourd'hui complètement obsolète, mais pendant des siècles, voire des millénaires, c'est ce qui a gouverné la façon de penser le corps humain. On pensait que le corps était formé de 4 humeurs et que toute maladie était due à un problème de dosage entre ces humeurs. C'est pour ça qu'on pratiquait des saignées, il fallait enlever un petit peu telle ou telle humeur qui nous rendait malades. Et donc ces 4 humeurs, c'était la bile, l'atrabile, le flegme et le sang. Bon. Donc voilà, c'est la façon de penser la médecine. Et par extension, on a fini par définir comme humeur l'ensemble des tendances dominantes qui forment un caractère. Hein, parce qu'on disait, voilà, on disait que quelqu'un était plus ou moins bileux, plus ou moins sanguin, plus ou moins flegmatique. D'accord ? Donc par des formations de sens, humeur, c'est devenu voilà, des tendances dominantes qui forment le caractère. Et donc le mot a traversé la Manche comme ça, en Angleterre, où il a pris un sens un peu différent de disposition à la gaieté. Les Anglais ont retenu ça, et avec l'idée d'une gaieté d'imagination, d'une verve comique. Et donc c'est sous ce sens-là que le mot a retraversé à nouveau la Manche pour revenir en France, où... comment ? Oui, voilà, pardon. Mais c'est ça, ils ont rajouté cette idée de... Enfin, ils ont gardé cette idée de gaieté d'imagination, alors que le mot français, avoir ses humeurs, être de mauvaise humeur, on est rarement... Enfin oui, on peut être de bonne humeur, vous me direz, mais avoir ses humeurs, c'est généralement garder une disposition à l'irritation. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que en fait, l'histoire du mot dessine deux mentalités, finalement, vis-à-vis de l'humour entre les Français et les Anglais. C'est un peu long, mais je comprends. Et donc, le mot revient à ce moment-là en France, donc au XVIIe siècle, avec cette idée donc d'esprit. C'est ce qu'on voit très bien dans le film Le Ridicule de Patrice Lecomte, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un film où un jeune noble de province monte à la capitale, à Versailles à l'époque, pour s'introduire dans la cour et réussir à convaincre les ministres de Louis XVI de venir assécher la Bresse, parce qu'il est bressant, c'est des marécages à l'époque, les gens tombent malades à cause de ça, donc il veut faire des travaux, et il veut faire financer ces travaux par les ministres de Louis XVI, et donc il monte à la cour et pour s'introduire de plus proche par cercle concentrique auprès des dirigeants, il fréquente les salons, qui sont des sortes d'antichambres du pouvoir, où il faut être drôle, il faut montrer son esprit, son bel esprit, et c'est ça qui vous fait monter dans la hiérarchie de cour, avec l'idée que, au contraire, un moment de ridicule, vous fait entièrement vous dégringoler. Bon bref, donc l'humour revient à ce moment-là, il prend place, et donc voilà, il y a les différences entre l'humour anglais et l'humour français qui se lisent dans cette histoire-là. Et c'est rigolo parce que les Anglais ont transformé le mot humeur en humour, et quand ils nous l'ont rendu, vous vous rappelez cette histoire des 4 humeurs, des 4 liquides, ils nous l'ont rendu, mais ils l'ont rendu tronqué, c'est-à-dire qu'ils en ont gardé un bout, ils ont gardé le flegme, ils ont gardé cet humour flegmatique, distancié, etc. Et ils nous ont rendu la bile et le sang, c'est-à-dire que nous on est quand même plus bilieux et sanguin, ça dit quelque chose de il y a une acidité, il y a un humour plus sanguin, plus agressif dans l'humour français, et plus flegmatique, plus détaché dans l'humour anglais. Ce qui permet à des proches de dire... L'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde, tandis que l'humour français se rit de ma belle-mère. Je trouve ça assez juste. Donc voilà, c'est peut-être plutôt dans le sens de l'humour anglais qu'on va essayer de réfléchir à un humour dans le travail social aujourd'hui.
Donc évidemment, l'humour est un vecteur de lien social, c'est une politesse. Mais c'est une politesse qui dit plus qu'une simple convention, c'est plus que se dire bonjour ou merci. C'est une politesse avec une intention, provoquer le rire ou le sourire. Il y a donc un geste vers l'autre, et ce geste suppose une réciprocité, c'est-à-dire que implicitement, il y a l'autorisation de plaisanter à son tour. Voilà. Si je plaisante avec toi, alors la moindre des choses, c'est qu'évidemment je t'autorise à le faire en retour. Et donc c'est intéressant cette histoire-là quand il s'agit de rentrer en relation. Et donc cette intention contient donc ce message implicite, elle en contient un autre, enfin, oui, qui est à peu près synonyme, c'est-à-dire qu'elle contient l'idée d'un rapport horizontal. Si nous rions ensemble, alors nous sommes en situation d'égalité. C'est quelque chose qui abolit les hiérarchies, ou en tout cas qui les bouscule, qui les questionne. On sait par exemple le bouffon du roi, ce n'était pas juste un nain qui était drôle, c'était le seul qui avait le droit de dire tout ce qui lui passait par la tête au roi. Bon, de toute façon, il n'allait pas provoquer en duel un infirme, et c'était, voilà, implicitement, il avait le droit de charrier et de dire, y compris ce que le roi n'avait pas le droit d'entendre. Donc il y a une sorte de liberté comme ça qui est autorisée à celui qui est drôle. Et on le sait bien, comme tous les régimes autoritaires détestent l'humour pour cette raison. Il faut relire Kundera. Ah oui, alors je voulais faire ça, j'adore faire ça. Je sais pas, souvent, moi, j'assiste à des colloques et les mecs disent il faut relire Nietzsche. Donc le mec part du principe que vous avez tout lu. Et que donc éventuellement, sur son conseil, vous pourriez relire un truc. Donc il faut relire Kundera. Non, sérieusement, c'est un bouquin qui s'appelle La plaisanterie, qui est génial, parce qu'on voit comment la plaisanterie d'un homme à l'époque soviétique, en Tchécoslovaquie, il fait une vanne à la cantine avec les copains sur le dirigeant soviétique de l'époque, et voilà comment ce petit trait d'humour qui lui échappe ruine complètement toute sa vie derrière. Bref, et puis voilà, j'ai évidemment pas besoin de vous citer ce qui s'est passé il y a quelques années maintenant à Charlie Hebdo. Bon. Donc il y a quelque chose qui bouscule la hiérarchie dans l'humour, et les mômes dont on s'occupe, on le sait bien, auront des hiérarchies à bousculer. Des hiérarchies sociales, financières, économiques, politiques, que sais-je. Il va leur falloir plus d'une fois mettre le pied dans la porte. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment. Je respire un peu parce que je suis en apnée depuis tout à l'heure. Bon. Donc il y a quelque chose de la connivence du rire. Il y a quelque chose qui dit « nous participons de la même humanité ». Il y a un cadeau de dignité. On ne rit pas avec n'importe qui. C'est le fameux truc « peut-on rire de tout » de Desproges. Il disait « il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que faire un Scrabble avec Urs Barbie ». Et voilà. Mais les ados disent pas autre chose. Nos ados disent pas autre chose quand ils disent « vas-y, je rigole pas avec toi ». Ils disent ça, quand vous les faites chier, ils disent « ris pas avec moi, toi ». Ils ont bien compris, on rit pas ensemble quand on s'entend pas. On rit ensemble quand on participe d'une même humanité, je le dis comme ça, mais il y a quelque chose de ce genre. On ne rit pas avec un monstre. Donc implicitement, si je ris avec toi, tu n'en es pas un. Et immédiatement, on passe du face-à-face au côte-à-côte. Donc il ne s'agit pas de penser la chose comme un manque de respect, au contraire, comme une marque de respect et de considération. Parce qu'évidemment que la relation d'aide instaure d'emblée une inégalité entre la famille en demande et l'éducateur. C'est tout le sens de la démarche de cette association et de ces colloques aujourd'hui. C'est justement de questionner et de rééquilibrer cette relation asymétrique. Et donc rire ensemble, c'est mettre en question cette inégalité-là pour l'atténuer. Donc je parlais de politesse, bon, en même temps, en étant tout à fait sûr. C'est-à-dire que profondément, vouloir faire rire, c'est vouloir plaire. C'est chercher à se faire aimer. Il y a donc là une démarche qui est tout à fait autocentrée et qui vise à satisfaire son ego. Donc si je parlais de politesse, je pense que c'est vrai, cette politesse existe, mais on ne cherche pas à faire rire l'autre dans un élan qui serait avant tout altruiste. C'est aussi une arme de séduction, évidemment, pour attirer l'attention, pour se donner des airs intelligents, pour faire le malin. Il y a une attention presque amoureuse dans l'humour de ce point de vue-là. J'espère que toutes les filles dans la salle en ont bien conscience à ce moment même. Et voilà, on va dire des conneries, je ne sais plus où j'en suis. Et oui, donc évidemment, voilà, regardez comme on rivalise d'humour quand on veut plaire à quelqu'un. Avant Balance ton porc, on disait femme qui rit, un pied dans ton lit. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, femme qui rit, il y a quoi? Voilà. Mais bon, on sait comme déclencher le sourire chez l'être convoité, c'est une étape qui encourage, qui incite à l'optimisme, une sorte de premier pas avant le premier pas. Et donc dans le travail éducatif, alors oui, pour le coup, dans le travail éducatif, il n'est pas question de séduction amoureuse.
Encore que, il se dit dans les milieux autorisés que Christian Foulointre, le mec ne sait pas toujours sur quel siège s'asseoir dans le bureau des juges. Hein. Papa, service éducatif, la personne hésite. On va dire qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont moins scrupuleux que d'autres sur la question du job in job, mais je ne m'étends pas sur le sujet. Alors, bon, normalement, il ne s'agit pas de séduction amoureuse. Il reste qu'envoyer un signal qui signifie implicitement une volonté de plaire, une volonté d'être remarqué, d'être apprécié par l'autre, c'est quelque chose qui évidemment va briser les barrières et qui va envoyer un message valorisant ou narcissisant, on peut le supposer en tout cas, envers l'autre. Et donc moi j'ai toujours... alors j'aime bien raconter des blagues aux gamins, mais surtout je suis très client des leurs. C'est-à-dire que racontez-moi les blagues de récré, c'est formidable, ils sont super contents de vous les raconter. Voilà, on se force un peu si c'est pas drôle, c'est pour faire plaisir, mais voilà. On fait tout ça. Donc voilà. L'humour, c'est aussi... Alors j'ai un peu listé les choses qui sont intéressantes avec l'humour. L'humour, c'est aussi... Tu me fais peur voilà. Non, mais si, des états de stress, là. Donc... oui, le rire, c'est quelque chose de pratique pour repérer rapidement l'état psychique d'une personne. Hein, on l'a dit, l'humour, c'est quand même une intrusion dans l'intimité. Je ne sais pas si on l'a dit, mais je le dis maintenant. Et le rire, c'est impudique, parfois. Donc, comment est-ce que quelqu'un va être capable de ça? Quelle sécurité affective l'habite qui lui permet de plaisanter? Quelle est sa capacité au second degré? Ça dit évidemment beaucoup de choses de lui. Donc voilà, bon, il y a quelque chose qu'on sent tout de suite. C'est-à-dire qu'avec un grand paranoïaque, par exemple, la déconne s'arrête vite. Donc ça, on le sait. Ça permet de le repérer rapidement. Donc, et puis l'humour a un grand pouvoir de dédramatisation. C'est bien sûr... on utilise tous ça presque comme un réflexe. Alors, je ne parle pas ici des fous rires, encore que c'est intéressant comme mécanisme inconscient. J'ai lu en préparant cette journée qu'il y avait eu en 1962 en Tanzanie une épidémie de fous rires. C'est-à-dire que 3 gamines se sont mis à rigoler dans un internat. Bon, on ne sait pas la raison. Et elles ne se sont pas arrêtées. Et le truc était contagieux, c'est-à-dire que les 3/4 des enfants, c'était un internat de jeunes filles. Les 3/4 des gamines de l'internat se sont mis à rire. Et ça a duré des semaines. Le truc a duré 6 mois. Ils ont dû fermer l'école. Les enfants sont rentrés chez eux, mais dans leur village, c'est reparti. Voilà. Le truc a essaimé. C'est assez inédit dans l'histoire. Il y a tout un tas de chercheurs. Vous pouvez chercher sur Google, c'est rigolo. Tanzanie, fou rire 62, vous allez trouver. Et c'est assez hallucinant. Ce qui est rigolo dans cette histoire, pour ça que je vous en parle, c'est que le seul truc que les chercheurs qui sont pensés sur la question ont réussi à trouver comme explication, voilà, au-delà du phénomène d'hystérie collective, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'était que c'était des jeunes filles qui venaient d'un milieu très traditionnel. Hein, c'est 1962, c'est la Tanzanie, donc elles venaient de milieux très traditionnels, des tribus, hein, on dirait, hein, en bon blanc colonialiste, et elles se retrouvaient projetées dans un monde qui était totalement différent du leur, avec des règles très strictes, hein, le pensionnat catholique, etc. Et que cet état de tension aurait pu faire naître ça, ces rires incompressibles comme ça qui se sont répandus comme une pandémie, enfin une épidémie, quoi. C'est rigolo. Bon, on va pas parler de ça parce que c'est encore autre chose, mais en plus des blagues intentionnelles, le pouvoir de dédramatisation pour faire baisser la tension. Donc c'est évidemment très utile. Avec les familles, entre collègues, c'est un peu la fonction la plus attendue du rire lorsqu'on parle du rire en travail social. L'humour, ça redresse. L'humour, ça tire d'embarras. Ça tire pas d'affaires, faut pas déconner non plus, mais ça tire d'embarras. Je sais par exemple que quand je sors d'audience et que, par exemple, une famille s'est vue signifier que, à nouveau, la mesure de protection de l'enfance, d'assistance éducative allait être renouvelée. Bon, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est quand même insignifiant qui vient dire aux familles, bah non, ça suffit pas encore, votre enfant est toujours en difficulté, il va falloir en remettre une couche. Ça peut être assez blessant narcissiquement pour les familles. Et c'est vrai que j'ai tendance à, mais je suis sûr que vous le faites aussi, à mettre une tape sur le dos du papa en lui disant, bah alors vous allez devoir me supporter 1 an de plus. Alors c'est pas la blague de l'année, hein, on est d'accord, mais ça permet de retourner le truc, c'est-à-dire que ça redresse, quoi. Dans ce moment où, évidemment, on est vulnérable et probablement blessé. Enfin, toutes les situations sont différentes, bien sûr, mais voilà. Donc, mais l'écueil à éviter dans ce pouvoir de dédramatisation, c'est le risque de s'en servir comme d'une échappatoire. Hein, finalement, je vais traiter la question chère à Christiane Le Goinfre, là. L'échappatoire, elle est où, si vous voulez. Et donc, je vais la traiter finalement, oui. Le risque d'en servir de l'humour comme de façon systématique ou presque, un peu comme une dérobade. Hein, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que les drames existent. Hein.
J'avais un ami qui était très très drôle. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu une sorte de coup de foudre pour ce mec-là parce que c'était juste, il m'a fait pisser de rire toute la soirée. Et donc je recherchais sa compagnie, parce que le mec était vraiment hilarant. Et il s'est trouvé qu'on a vécu dans le même immeuble par hasard. Voilà, il a eu un appart pendant quelques mois dans le même immeuble que le mien. Et donc on s'est vu plus souvent. Et rapidement, il est devenu complètement insupportable parce que je me suis rendu compte au bout de quelques mois que le mec était absolument incapable d'avoir une vraie conversation. J'ai jamais rien su, malgré les mois où on a passé à se voir relativement souvent. Jamais rien su de lui, de ses drames, de ses angoisses, de ses empêchements, je sais pas quoi. Non, il déconnait tout le temps, tout le temps. Une espèce de muraille comme ça qui rend finalement l'autre insupportable. Donc c'est comme pour tout dans nos métiers, il s'agit d'un juste milieu. Donc voilà, le rire est un mécanisme de défense, il est donc utile, nécessaire au psychisme, mais il peut avoir une sorte de cristallisation, ça peut devenir une armure hermétique qui envoie un message sous-entendu qui exprime le fait que je ne veux pas, que je ne peux pas t'entendre. Hein, je botte en touche par le rire. On dit s'en sortir par une pirouette, quoi. Donc c'est un biais pour rentrer en relation, et c'est aussi un biais pour éviter la relation. Donc évidemment, la définition du truc devient impossible, ce qui en fait quelque chose d'absolument humain. Donc. On dit parfois que le rire est un rempart au désespoir. Alors je pense que c'est vrai. D'ailleurs, on paye des humoristes pendant les colloques de protection de l'enfance, c'est pas pour rien. Et même des clowns, sans déconner des clowns. Il faut vraiment être désespéré pour avoir besoin de clowns. Je sais pas, non, sans l'info être honnête, je déteste les clowns. Ça me fait flipper, ce truc. Fou le bourdon. En plus, bon, tout est dans le nez rouge, ils se cassent pas le cul, les mecs. Enfin, c'est quand même des... Alors, je déconne. Je sais qu'ils sont en train de préparer leur truc, donc je leur file 2-3 billes, je fais un peu le clown blanc, là. C'est un échange de bons procédés entre humoristes. Voilà, comme ils sont pas bien doués, moi, ça me coûte rien. Je leur file 2-3 blagues, j'en ai en trop, je m'en fous. Donc voilà, donc rire, rempart au désespoir. Tout est relatif, encore une fois. Contrairement à ce qu'on nous raconte parfois, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup ri à Auschwitz ou dans les cales des bateaux négriers. Je ne suis pas sûr non plus que l'on rit beaucoup aujourd'hui sur un canot de migrants sur la Méditerranée. Donc il faut savoir raison garder et éviter aussi ce genre de lieu commun. Il y a des peines, évidemment, qu'aucun humour ne peut réconforter. Néanmoins, j'imagine que quand on est encore capable d'échanger une plaisanterie ou un sourire, c'est qu'il reste un peu d'espoir. A minima, c'est qu'on n'est pas complètement seul, c'est qu'il reste encore un humain là, près de moi, avec qui je peux tourner mon malheur en dérision. Il y a une phrase de Romain Gary que j'aime beaucoup qui dit « L'humour est une déclaration de dignité, c'est une affirmation de la supériorité... » Pardon, je l'ai merdé, je vais la refaire. Donc l'humour est une déclaration de dignité, c'est une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et j'aime beaucoup ça. C'est l'idée de dire que moi, je suis plus fort que les emmerdements qui me tombent dessus. D'ailleurs, je suis capable d'en rire. Et je trouve ça assez élégant. Alors j'avais envie de vous parler des funérailles de mon père, j'ai peur que ça plombe un peu l'ambiance. Bon, rapidement, j'étais avec ma mère. Oui, je parle encore de ma mère, enfin, encore une fois, de quoi voulez-vous que je parle d'autre, hein, ça lui ferait trop de peine. Donc, voilà, j'étais avec ma petite mère, on enterrait mon père, donc évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer que le moment était dramatique. Et mon père, c'était un vrai ouvrier, dans le sens où il savait tout faire de ses mains, et on a beaucoup fait des chantiers ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble, et il était, comme les vrais ouvriers, très maniaque, il rangeait son chantier à la fin, quoi. Il fallait que ce soit nickel, et quand c'était nickel, il disait « fin de chantier ». Et donc c'est devenu un gimmick, on se payait sa gueule avec ça, fin de chantier, dès qu'il faisait un truc. Et donc au moment où le cercueil rentre dans le four, je dis « allez, fin de chantier ». Et donc tout le monde, ouais, c'est moyen comme van, j'espère que je ferai mieux pour l'enterrement de ma mère. Et bon, je vais bosser le truc. Et non, mais pour de vrai, je vous raconte ça parce que c'est facile du rire de malheur des autres. Je me suis dit ça, je dis oui, tu fais le beau, là, genre il faut rire de son malheur. C'est facile de rire de malheur des autres. Pour le coup, à cette occasion-là, j'ai pu voir que rire du mien était un vrai réconfort, et y compris pour ceux qui m'entouraient. Voilà. Je vais boire un coup finalement. Merci. Donc voilà où en étais-je. Voilà, papa c'est fait. Donc oui, alors il y a une autre chose dans l'humour qui est intéressant, c'est que ça aide à dépasser les mécanismes défensifs. Et là j'ai envie de faire un petit parallèle avec l'humour politique, et notamment avec un article que j'ai lu de Charline Vanhoenacker, vous savez, c'est cette journaliste qui fait Par Jupiter sur France Inter tous les soirs. Et elle dit quelque chose dans cet article qui est intéressant. Elle dit « Je pense que l'humour est une grammaire qui permet de s'approcher de la vérité. C'est un outil qui sert à cacher la couche de communication qui plane désormais au-dessus des faits. » Et elle explique donc que les humoristes peuvent aujourd'hui se permettre des choses que les journalistes politiques ne peuvent plus se permettre. Enfin, en tout cas, ne se permettent pas. Et parce qu'ils ont en face d'eux des bêtes de concours de la langue de bois, des espèces de
gars surentraînés à la com. Voilà, on pourrait faire des dîners de com avec eux. On est tous le com de quelqu'un. Voilà, on est tous le con de quelqu'un, ainsi de suite, jusqu'à Gérald Darmanin, qui est lui le con de tout le monde. Donc voilà, j'avais envie de me le faire, d'une façon ou d'une autre, donc voilà, je l'ai fait. C'est un peu au pied de biche, mais tant pis. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que ça permet de casser cette couche de communication, elle dit. Et évidemment, dans le contexte de la relation éducative, il ne s'agit pas d'utiliser ça avec la même agressivité, mais il y a des parallèles. Il s'agit de permettre à l'autre de baisser la garde de ces mécanismes défensifs. Pratiquer l'humour dans la relation éducative, ça participe de la rencontre sans artifice, sans fioriture, avec authenticité et humilité. En d'autres termes, c'est aller à l'essentiel ou se rencontrer sur l'essentiel. Puisque nous sommes en connivence, puisqu'il nous arrive de plaisanter ensemble, alors je peux m'autoriser à aborder certains sujets délicats avec une touche d'humour. Ce ne sera pas ressenti à ce moment-là comme une irruption, comme une effraction. Je me souviens d'une mère fusionnelle. Alors, hier, j'ai entendu qu'il ne fallait pas dire ça. Bon. Pour le coup, elle était vraiment fusionnelle. Genre, elle écrivait des lettres, elle signait du nom de ses gosses, elle interdisait absolument les gamins de voir papa, qui est un chic type, mais qui a eu la mauvaise idée de la quitter. Donc voilà. Et donc voilà, une de ces mamans comme ça, très 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 possessive. Et en fait, je la charriais, je l'appelais Rachel, je dis que c'est une mère poule, machin, et ça passait. C'est-à-dire que ça permet de rester debout, cette histoire-là. Si j'étais allé la voir en disant, vous comprenez, votre comportement fusionnel avec votre enfant va gréver fortement ses conditions d'existence, machin, ça allait forcément... voilà, elle allait sentir ça comme une attaque, alors qu'avec un coup d'œil en lui disant ça va Rachel, toujours sous ses petits poussins sous ses ailes, tout ça, elle s'en sort dignement, elle peut rire d'elle-même et on a une petite chance. Alors, encore une fois, ça ne marche pas avec une sociopathe complète, ça ne fonctionne pas. Mais ça permet de faire avancer les choses là où elles peuvent avancer. Je pensais que le rire l'épargnait. Tout en faisant l'espérer, faisant un petit peu bouger les choses. Voilà. Donc quand on plaisante, quand on joue de la caricature, on peut appeler un chat, on peut mettre les pieds dans le plat. L'humour s'autorise à s'approcher du plus près de l'humain qui est en face de nous. Des proches disaient « il faut rire de tout, c'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans ». Je trouve ça magnifique. Il finissait par dire « quel autre échappatoire que le rire, sinon le... » Pardon. Il disait « quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide poiloride ». Donc il s'agit de dire, mais puisque l'autre a une porte de portier honorable, alors on peut dire un peu plus. On peut aller un peu plus loin. Donc bon voilà, alors au-delà de ces considérations générales sur l'humour et comment est-ce qu'on peut le penser en lien avec notre métier, je voulais aussi vous faire part d'une expérience réelle, du coup, que j'avais menée pendant plusieurs années dans la MEX dans laquelle je travaillais. Donc voilà, je travaillais dans cette MEX dont je vous ai dit qu'elle fonctionnait mal et les enfants allaient mal. C'est-à-dire qu'il y avait régulièrement des soirs d'émeute, tous les mômes dans la cour, les alarmes incendies allumées, les vitres brisées, etc. Ils avaient de bonnes raisons d'aller mal. Et donc, moi j'ai fait à ce moment-là un stage, il fallait qu'on fasse un stage hors champ à l'époque pour devenir éduc, c'est-à-dire dans n'importe quoi sauf le travail social. Et donc, tant qu'à faire, je me suis payé le culot d'aller avec 2-3 dessins que j'avais sous le coude à Charlie Hebdo, et coup de bol, ils m'ont pris. Et donc, j'ai pu faire ce stage-là, là-bas, et donc ça va sérieusement agiter, ce truc-là. Et heureusement, ils ne m'ont pas embauché, sinon je serais mort. Et comme quoi, être médiocre, ça sauve la vie un peu. Et oui... Et donc, oui, donc au retour, dans ma MEX, j'ai essayé de faire notre petit Charlie Hebdo à nous. Donc j'invitais les enfants, tous ceux qui le voulaient, à venir, alors c'était pas régulier parce que les horaires de MEX c'est jamais régulier, mais on essayait de faire ça au moins une fois tous les 10 jours, de convier les enfants à venir dessiner. Et donc on avait un atelier de dessin d'humour où il s'agissait de dessiner ensemble, avec l'idée qu'on allait pouvoir utiliser la souffrance, la colère, la frustration de ces gamins et d'en faire quelque chose de positif. Voilà, on dit souvent qu'il faut mettre des mots sur les choses. Nous, on allait plus loin, on disait qu'il fallait mettre des rires. Et donc voilà, le pouvoir consolateur du rire sur un groupe opprimé, là j'ai pu vraiment voir ce que ça faisait, parce que pour le coup, il l'était. Et ces petits loulous, alors moi j'avais des ados, mais j'invitais aussi les gamins des autres groupes, donc voilà, il y avait à peu près tous les âges, je ne prenais pas les tout petits non plus, parce qu'il fallait qu'ils sachent servir un crayon quand même, mais voilà. Mais pas forcément savoir dessiner d'ailleurs, ceux qui voulaient venaient, on se débrouillait. Et donc ces mômes, vous les connaissez comme moi, c'était les champions de la vanne, quoi.
Ils avaient des tonnes de frustration à évacuer, mais comme souvent, alors oui, alors l'humour pour tromper l'ennui, évidemment, ils se font chier, donc ça part en joute verbale, hein, faut vanner, il faut clasher. Et avec évidemment ce versant un peu bilieux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là dans cet humour qui est un humour agressif, souvent. Hein, souvent. Et donc en ça, il réinventait un petit peu cette histoire des codes de la cour de Louis XVI dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un bel esprit élève et puis un ridicule peut tout effondrer. Donc chez les jeunes, l'enjeu c'était de démontrer leur agilité d'esprit, leur sens de la formule, de la caricature, afin de jouir d'une forme de prestige auprès des pairs. On respecte le vanneur. Mais ça suppose une prise de risque, c'est-à-dire que faire une vanne, se moquer de quelqu'un, c'est toujours le risque de faire un bide. Donc, il y a une prise de risque qui est valorisée quand ça réussit, quoi. Et donc c'est sur ce terrain-là, ce terreau-là que je voulais m'appuyer dans cet atelier qui a duré 3 ou 4 ans. Et donc il s'agissait là de bousculer l'hiérarchie, hein, de revendiquer. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller péter une vitre ou de déclencher l'alarme à incendie, parce que la directrice était une connasse, ce qui était vrai, hein, il fallait en faire quelque chose de drôle. Il fallait en faire quelque chose de drôle. C'est Bergson qui dit « le rire doit être une espèce de geste social ». Et donc, voilà, avec cette idée-là, et donc ça supposait de peaufiner. C'est-à-dire que on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il ne suffisait pas de dire « tiens, la directrice est une connasse ». Ça ne suffit pas. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas drôle. Donc c'était pas un espace de liberté, en fait. C'était libre dans le sens où les sujets étaient libres. Mais il y avait des impératifs. Il fallait que ce soit drôle et pas simplement méchant. Ou plutôt, si on voulait être méchant, il fallait d'abord être drôle. Ça a un prix. Il fallait être intelligent. Parce qu'on pardonne tout à celui qui nous fait rire. Et c'est formidable parce que là où on leur faisait des reproches, on les renvoyait en disant qu'ils n'investissaient pas leur placement, etc. Tout d'un coup, la directrice qui se faisait charrier ou le cuisinier qui cuisinait de manière assez abjecte, je dois dire, quand il se faisait vanner dans les dessins des gamins, parce qu'on affichait les dessins dans le hall, hein, pour être sûr que tout le monde les voyait, que tout le monde les voit. On leur faisait un compliment. Ah, tu m'as pas loupé, dis donc, Saligo, c'était marrant ton dessin, machin. Et du coup, les mômes ont pu expérimenter ça pour de vrai. C'est-à-dire que là où leur colère avant leur rapportait que du rejet ou des reproches, tout d'un coup, leur colère leur amenait de la considération, des compliments, des rires. Waouh! Et en même temps, ils pouvaient y aller. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire des choses. Il ne s'agissait pas juste de faire le guignol. Il y avait du fond. Donc, et puis en plus là-dedans pouvaient se griffer toutes les exigences de qualité, donc il fallait que ce soit compréhensible, un dessin d'humour, il faut que ce soit compréhensible immédiatement, il faut que ce soit efficace. Il y a toute la question de la mise en page, le personnage, qu'est-ce que son corps dit, comment est-ce qu'on exprime une émotion dans un dessin, enfin voilà, il y a des dessinateurs très talentueux qui sont capables en un trait de vous balancer une émotion. Bon, alors il s'agissait d'aller chercher un petit peu ça, donc là j'essayais de les aider, j'apprenais en même temps qu'eux en fait. Et donc voilà, il y avait tout ça. Il s'agit de bien viser sa cible, hein. Il ne s'agit pas de taper à côté, il faut faire attention à ce qu'on fait. Encore une fois, on peut faire mal, on peut toucher gravement avec une vanne mal placée, mal sentie. Donc, et puis même l'orthographe, la syntaxe, tout ça, ça passait tout seul dans ce contexte-là. Et puis les références culturelles, symboliques, toute la magie langagière, toute la création de langue, l'argot, etc. Bon voilà, tout ça venait se nourrir l'atelier, c'était vraiment passionnant de faire ça avec eux. Et puis aussi tout le travail de relation autour de ce médium du dessin d'humour, puisque être en relation, c'est pareil, l'étymologie de relation, c'est relatio, c'est un récit, c'est-à-dire qu'on dit encore aujourd'hui relater. Hein, être en relation, c'est partager un récit. Les grands explorateurs qui partaient là sur les océans au XVIe siècle revenaient et écrivaient des relations de voyage, ça voulait dire des récits de voyage. Donc être en relation, c'est partager un récit, c'est partager une histoire, c'est se raconter une histoire, se raconter un roman de vie habitable, etc. Et rien n'empêche que l'histoire soit drôle, quoi. Et donc c'était ça un petit peu le jeu, on se racontait des histoires. Donc il s'agissait de partager, de sublimer nos émotions. Et je crois que c'est Freud qui disait que le rire est probablement le meilleur destin d'une pulsion triste. C'est-à-dire qu'il s'agit de purger ses passions, mais aussi sa rage, ses colères, ses pulsions de destruction, ses pulsions de mort, sa haine, et de donner à tout ça un destin socialement acceptable. Voilà. Souvent dans nos émotions, souvent dans nos sociétés, et souvent chez ces gamins, chez ces ados aujourd'hui, l'émotion, c'est un signe de faiblesse.
C'est une infériorité personnelle et sociale. On en ressent de la culpabilité, c'est une défaite. Il est ému, on dit, hein, quand quelqu'un merde ou il a raté quelque chose, il fait assez l'émotion. Voilà. Et pour expliquer un ratage. Donc, et avec ces gamins qu'on rencontre, qui ont souvent des blessures narcissiques importantes, s'en sortir par le rire, c'est s'en sortir par le haut. Et donc je pense qu'il faut vraiment exercer les jeunes auprès de qui nous travaillons à utiliser cette arme. J'ai écrit ça, l'autodérision, c'est une politesse qu'on se fait à soi-même. Voilà. En dévoilant son ridicule, en riant, on se donne une chance d'en sortir pas trop abîmé. Je crois qu'on fait tous un peu ça. Quand on a l'air d'un con, on se dit bah, autant rigoler. Voilà. Le meilleur exemple de ça dans la littérature, c'est Cyrano, hein, avec son nez difforme, et à un moment donné, un petit noblion pas très verbeux se pointe en lui disant « vous avez un nez très grand ». Et lui il fait « pop, 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 c'est un peu court jeune homme ». Et il y a toute la tirade du nez, en expliquant qu'il accepte, enfin il se les sert lui-même, mais ne souffre pas qu'un autre les lui serve. Oui, c'est-à-dire que se foutre de sa propre gueule avec un peu de talent, ça désamorce tous ceux qui ont l'intention de le faire, mais qui en ont moins. Donc c'est très utile cette histoire-là. Et donc voilà, cette expérience a pris fin avec donc mon départ du foyer il y a quelques années maintenant, il y a bientôt 8 ans. Et aujourd'hui, je travaille en AEMO. Et donc voilà, j'ai accumulé pas mal de dessins à cette époque-là avec les gamins, y compris des dessins que moi je faisais avec eux, mais bon, sans trop de destination, je dessinais en réunion avec les collègues, etc. Et donc j'ai eu l'idée de mettre ça sur une page internet, et puis ensuite la chose a pris de l'ampleur. Donc voilà, avec auto-éditer des BD, faire des colloques comme aujourd'hui avec vous. Et bon, malheureusement, je dessine beaucoup moins en AEMO. J'ai toujours dessiné pour mes collègues, donc en réunion, pour faire rire les collègues. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai juste plus de collègues. C'est plutôt sympa. De toute façon, à un moment donné, dans un plan de carrière, c'était ça ou devenir chef de service. Je crois qu'on peut le souhaiter à personne. Donc j'ai dit, je vais faire profession de rigolade. Ça me coûtera moins cher en psychanalyse. Donc voilà, il s'agit encore une fois de sublimer des affects difficiles, évidemment, de transformer ma colère, de transformer mes fatigues, mes découragements. Donc je partage encore parfois des dessins avec les familles, mais c'est plus ponctuellement. J'envoie un message dessiné, je fais des petites vannes, mais voilà, puisque ça devient quelque chose de public aujourd'hui, je ne veux pas non plus embarrasser les gens, c'est-à-dire que les gens que je rencontre, ils rencontrent Stéphane Dalancier, leur éducateur de leur enfant. S'ils passent toute la conversation à se dire qu'est-ce qu'il va me dessiner cet enfoiré derrière, voilà. Donc je les préserve, je sépare les choses, d'où vous avez vu mon gros respect du secret professionnel. Voilà. Pas mettre les gens dans l'embarras, même quand ils se comportent comme des merdes. Hein. Et donc voilà, je me sers par contre de ce que m'offre le travail d'éducateur, c'est-à-dire une porte ouverte sur le monde, sur mes semblables, sur les relations et les émotions interhumaines. Et c'est vrai que ce métier offre quelque chose, alors particulièrement en AEMO, parce que moi je rencontre 25 familles en permanence, donc, enfin 25 mineurs et parfois des frères et sœurs, mais ça fait au moins une vingtaine de familles. Et donc évidemment c'est rentrer en contact avec des gens extrêmement différents, enfin vous le savez tous, généralement nos amis nous ressemblent, et là tout d'un coup, bah non, je peux côtoyer des gens qui viennent d'horizons tout à fait divers et de cultures, milieux socio-professionnels, etc. Et donc c'est un point de vue sur le monde incroyable, c'est le dépaysement au coin de la rue en permanence. Donc ça c'est très nourrissant. Et donc il y a nécessairement un côté un peu voyeur, encore que je cherche pas l'anecdote ou le trash, enfin voilà, souvent j'ai des collègues qui viennent me voir en disant « Ah, il y a madame machin qui a dit ça, c'est très drôle, tu devrais faire un dessin ». Généralement ça m'amuse pas trop, le but du jeu c'est pas de... Enfin, il faut que ça dise quelque chose d'un peu plus large que simplement le ridicule de madame machin à un moment donné, quoi. Donc voilà, donc je suis payé en inspiration, je me dis qu'il y a un échange de bons procédés, puisque on sait parfois l'asymétrie qui existe dans les relations éducatives, voilà, moi je m'estime absolument payé en retour. Donc il y a des garde-fous, évidemment. Il faut dénoncer par le rire, c'est ce que j'essaie de faire, d'être mordant bien sûr, mais pas aux dépens des plus faibles. Plutôt me faire l'avocat des enfants et dessiner ce qui existe. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai en colloque, j'avais un vieux monsieur, une espèce de tronche, un gars qui doit avoir 3 doctorats, qui s'appelait Saül Karks, et dans un vieil accent d'Europe de l'Est, je ne sais pas d'où, il disait on dit il ne faut pas dire le caca, mais le caca existe quand même. Et de fait, oui, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas parler de pédophilie, mais la pédophilie, ça existe, donc comment vous dire. J'essaie de dessiner ce qui existe. C'est aussi une manière de dire ce qu'on cache généralement sous le tapis.
Donc voilà, j'essaye aussi de mettre en valeur le travail d'un groupe maltraité, donc les éducateurs. Et j'essaye toujours de faire ça en soulignant, ce qui m'amuse, c'est de souligner évidemment l'ambiguïté, l'ambivalence, qui est si propice au rire. C'est-à-dire que c'est aussi moi ce qui m'a appris très fort ce métier, c'est que les êtres humains sont ambivalents toujours. On n'est jamais parfaitement bon ou parfaitement méchant. Il y a chez le salopard une part d'humanité qui le touche, et il y a chez la bonne sœur un petit coin de saloperie qu'elle essaie de cacher. Bon, et c'est ça qui est intéressant d'essayer d'aller chercher dans les dessins, bien sûr. Donc il s'agit de mettre à distance mes affects aussi, mais parfois je me pose la question, est-ce que c'est mon engagement aussi que je mets à distance? Est-ce que je ris plutôt que d'agir? Certains dénoncent en ce moment une sorte de nouvelle ère de la vanne, l'ère du buzz, l'ère du lol, du fun, une invasion du rire, voire un intégrisme de la rigolade sur les radios, partout. Et c'est vrai qu'on se débarrasse aussi des informations anxiogènes par le rire. C'est aussi une dérobade. Et en même temps, l'humour possède un pouvoir de dire assez incroyable. Comme toujours, on est dans un entre-deux, donc il faut essayer de gérer. Il ne faut pas dire gérer, il faut essayer de mesurer. Donc encore une fois, on ne pourra jamais dire ce qui est drôle ou ce qui n'est pas. Tout est bien trop subjectif, tout est bien trop subtil, trop changeant. Parce que l'humour suppose une mécanique. Bergson disait c'est une mécanique plaquée sur du vivant. C'est-à-dire qu'un léopard qui court, c'est pas drôle. Un léopard qui court et la raideur mécanique qui se casse la gueule, ça devient drôle. Il faut une part de mécanique. Et donc l'humour, c'est une mécanique même de précision. Et donc c'est impossible de dire ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que la ligne de partage est impossible. Ce qui compte, c'est évidemment l'intention. Quand on y pense dans le détail, si on balance une vanne en tête-à-tête à un ami parce qu'on a connaissance d'un moment de ridicule qu'il a passé, on est en tête-à-tête avec lui et on le chambre, ça passe. À partir du moment où cette conversation elle a lieu devant un auditoire, la même vanne, ça devient autre chose. Et même si l'auditoire est bienveillant, il suffit de regarder un petit décalage de 3 secondes, vous avez la bonne vanne, quelqu'un dit un truc, vous avez la bonne vanne, et vous la bafouillez un petit peu. Elle tombe complètement à plat, quoi. Une seconde plus tard, ça y est, c'est complètement merdique. Alors que sûrement ça aurait été très drôle une seconde avant. Ou l'inverse. Quelqu'un dit un truc, sur le coup rien ne vous vient, mais un quart d'heure après vous avez la bonne vanne. Et là vous dites, tout à l'heure t'as dit ça, machin, blam. Mais ça fait un quart d'heure que tu t'affûtes ta lame, enfoiré. Vous voyez, donc la même vanne. Donc, vous voyez bien, encore une fois, c'est une mécanique de précision qu'on ne va pas pouvoir définir simplement. Donc voilà. Donc oui, l'humour peut être malveillant, il est en cela comme l'amour, puisque tout ce qui est humain est ambivalent. Donc l'humour est un outil puissant à utiliser avec discernement. Il peut déstabiliser une personne et même provoquer son effondrement psychique si elle est fragile ou vulnérable. Voilà. Donc ça, vous allez considérer que c'est ce qu'on met sur les paquets de tabac. Vous voyez, fumer rend impuissant ou fumer provoque des maladies cardiovasculaires. Donc là, voilà, je l'ai dit. L'humour, c'est voilà, faire attention. Et donc évidemment, il s'agit d'une position d'équilibriste où le dosage est important. Et c'est évidemment, j'espère, d'un humour bienveillant dont je me réclame dans ce métier. Donc voilà, il y a des choses qui sont indispensables au développement d'un enfant, on le sait, la sécurité, l'attachement, le jeu, l'identité, le droit au respect à son intimité. Eh bien, si nous ajoutions le rire à la liste, comme un des droits de l'enfant, le droit à la déconne. Et donc il faut avoir évidemment été exposé à l'humour bienveillant pour être capable d'entendre qu'il puisse être autre chose qu'une attaque ou qu'un blasphème. Probablement que les frères Kouachi n'ont pas eu à expérimenter très souvent cette politesse du rire. Du coup, les mecs sont restés très premier degré. Et voilà. Quand je pense qu'il aurait fallu que je les ai quelques mois dans mon atelier pour sauver la rédaction de Charlie Hebdo. Voilà, c'est con, hein. Si au moins leur mort m'avait permis de récupérer le boulot, mais même pas. Donc, voilà. Donc on sait que tragédie et comédie sont liées depuis Aristote, puisque le rire protège du drame, le pouvoir dédramatisant du rire, et en même temps, le rire est ce qui permet la perception du drame, c'est ce qui permet de l'entendre. C'est encore une fois une notion assez ambivalente. Et donc les éducateurs au quotidien utilisent cet outil magnifique qu'est l'humour. Je vous ai rien appris aujourd'hui, je le sais, mais comme souvent avec les éducateurs, ils ne parlent pas assez de ce qu'ils font, et ils n'ont pas conscience de leur talent d'orfèvre dans la relation. Et dont l'humour est d'un des outils privilégiés. Ils sont trop modestes et probablement trop respectueux des savoirs universitaires. Donc c'est parce que l'humour déplace les objets, qu'il désamorce les tensions dans la relation, qu'il reconfigure l'environnement et les jeux de position, qu'il requalifie les situations et les statuts, les rôles, qu'il doit être davantage pris en considération dans les formations de travailleurs sociaux. Je pense qu'il faut mettre l'humour dans la pyramide de Maslow. Et donc l'humour permet de rencontrer l'autre et parfois de le sortir de ses retranchements. Voilà, cet humour qui est partagé par l'humanité entière, mais qui reste malgré tout une énigme. Alors, méfions-nous, pour finir,
des guides, des bonnes pratiques, des bientraitances et des bien-emmerdances de tout poil. Et continuons entre nous, entre collègues, avec les familles, avec les enfants, les nôtres et ceux des autres, à se faire ce cadeau que de se faire rire, sans autre objectif que celui-là, juste pour rire. Voilà, merci. Et quand même, maintenant que j'ai terminé, je voudrais quand même, maintenant que j'ai terminé, remercier évidemment les organisateurs, l'association, la maison d'enfants JB Dallard, et puis Christophe et Julien pour tout ce qu'ils ont fait, et puis vous tous pour votre accueil. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Thénardier. Alors, petit moment de questions, peut-être, si... je pense qu'il n'y a pas besoin de petits papiers. Pardon, je fais un petit peu de ménage, il faut tout faire. Cette baraque. Comme ça, on te voit dans ton salon. Merci, c'est agréable. Je fais chier à écrire depuis des semaines. Et voilà, c'est bien. Tu as été clair? Ah, si, là-bas. Merci à vous. Et je voulais savoir, moi, ce que vous pensiez du yoga du rire. Pardon? Je voulais savoir ce que vous pensiez du yoga du rire. Du yoga du rire. Ah oui, d'accord. Pardon, oui. Non, effectivement, j'ai lu des choses là-dessus sur le pouvoir du rire, mais le pouvoir presque mécanique du rire, quoi, le pouvoir qu'on se déclenche en groupe et on se fait du bien en riant. Non, j'ai vraiment rien à en dire d'intelligent. J'ai jamais pratiqué, mais je doute pas que ça fasse du bien, évidemment. Mais alors, vous en dire plus et vous en dire quelque chose d'intelligent, je suis incapable. Mais ça me questionne quand même. C'est-à-dire que rire sans raison, voilà. Je doute bien que ça... C'est comme faire du jogging, vous voyez. Autant je comprends absolument l'intérêt de courir après un ballon, autant courir après rien. Donc voilà, ça me fait cet effet-là, quoi. C'est un peu rire pour rien. Mais si ça fait du bien, voilà, je suis persuadé que ça fasse du bien. Oui, en même temps, quand on regarde tes dessins, on rit avec rien. Signé Christiane Lefointre. Moi, j'ai pas dit de tu, hein. Moi, je parlais de Christiane. Voilà. Bon, non, mais c'est bien si on passe à autre chose. Donc, on fume une clope. Hein? Je sais pas, il me semble qu'il y avait ma boulette et... Ah! Ah bah ah. Regarde ton frère, regarde. Ton égo, regarde ton égo, toi. Attends, regarde. Voilà, le roi des enfoirés. Voilà. Putain, il tient même pas la couronne. Il ne tient pas la couronne, regarde. Vas-y, mets-lui bien, mets. Comme ça, il voit tout. Voilà, on peut l'applaudir. Enfoiré. Trop bien. Moi aussi, je sors mes PowerPoint. Les pompes. Bon, alors, mon fils, tu as compris? Hein? Au début, il était timide, après, il s'est lâché.
Il était là, il était tout timide. Oui, je suis timide, je dessine et tout. Tu as vu, après, pendant 1 heure, il a fait rire toute la salle. Allez, à toi. De l'entraînement. Allez, Kevin, oui. Raconte-leur une histoire, fais-les rire. L'humour, prends la distance. Sinon, je te saigne. Tais-toi. Je te saigne. Il y en a marre. Vas-y. Tu arrêtes. J'arrête. C'est compliqué pour moi. Surtout, rigolez pas, je veux pas que personne sorte. Attention, hein, ça risque de contaminer. Tanzanie. Je raconte une histoire. Surtout, vous ne riez pas. Parce que Mais la si- Tanzanie, ils sont tous partis. On sera obligé de fermer la salle. Vas-y, mon fils, vas-y. Tu sais, tu pourrais le faire un peu à l'anglaise, comme ça on pourrait parler du flegme, c'est qu'il en a parlé. Bonsoir. C'est l'histoire de Toto. Toto qui monte dans un ascenseur. Qui pousse le bouton. Voilà, je prends pas l'accent anglais là. Non, là, tu es en train de copier ta mère. C'est bien, mon fils, je suis fier de toi. Tu leur as mis anglais. Ah. J'aime pas ces enculés d'anglais. Oh. Non, là, c'est fort quand même. Tu aurais pu transformer. Oui. Des anglais. J'ai transformé, il a dit. Ça y est, j'ai transformé, tu vois. j'aime Tu as vu au début, quand il a dit tous les noms de ses collègues, comment elle les a bien transformés. Qu'est-ce que tu fais? Je te mets les flegmes, le sang et le flagmafen et je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Attends. Les humeurs et la bile, il manque la bile. Ouais, il manque la bile. Attends, la bile, elle est où la bile? Attends. Combien je te dois? Ha! La bile. Ah, ben voilà. Attends, on va la mettre là, ça va être rigolo. Allez, raconte-nous une histoire. Je sens que je commence à aimer l'humour. Allez, regarde. Rappelle-toi ta mère, Gabriella, quand elle est en train de dessiner, qu'est-ce que ça te fait? Rien que tu vois le crayon, tu ris. Tu sais avec moi. Attends. Ah, il n'y a rien, c'est pour ça. C'est le Attends, moment du rire. on va faire comme au Moyen-Âge, je vais te saigner. Voilà. On va virer la flegme, ça s'endort, ça. C'est minable, ça. Vas-y, sers-toi de ça, du rouge. Une histoire. Vas-y. Mets-leur leur race avec le rire. Je vais faire ma gueule. Alors, c'est l'histoire d'un croissant et d'une chocolatine. Oh. Ah non, je vais pas commencer, ça fait rire déjà. Vas-y, continue. Contamine-les. C'est l'histoire d'un croissant et d'une chocolatine. Et la chocolatine, elle dit au croissant. Dis donc, pourquoi tu as une forme de lune? Et alors, là, le croissant, il dit, et toi, pourquoi t'as la crotte au cul? Ça marche. Bon. Bon, alors, on va savoir que dans le métier, comment je vais l'utiliser, ça? Écoute... Le caca, ça existe. Ah oui, le caca. J'ai pas lu Nietzsche, ni Kundura, mais je sais que ça existe. On peut pas dire le mot, mais c'est là. C'est marrant, ça fait rire. L'escroc, ça fait rire. Bon, c'est très bien. Bon, maintenant, on dirait qu'on est à Montmartre ici. D'accord. Alors, comme moi, j'ai pas de planche à dessin ni de crayon, tu vas danser ta colère. Mais c'est une danse qui doit faire rire avec beaucoup d'humour dedans. Tu te lâches, tu envoies des mots comme ça, tu prends l'espace et tu te mets dans la colère de sa mère. Non, tu vas, je te regarde, je t'accompagne. Vas-y. Il a toujours un petit côté anglais, vous trouvez pas? Hein? Dans le... La colère, mon fils, la colère, mon mousse préféré, la colère. La rage. Ah putain, t'as vu, hein?
pas facile quand il nous pique le boulot. Eh oui, il faut le dire. Hein. Tu es marin. Hein. Oui, tu me fais penser à ma mère, tu sais même pas comment. Mais attends. Je t'en prie, mon fils chéri. Attends, mais attends. Par exemple, sur ton frère, putain, tu n'arrives pas à les faire rire. Bon, alors moi, je vais en raconter une. Tu sais quoi, mon fils? Je te raconte la dernière. Celle-là, elle vient directement de là-bas. Voilà, je te l'ai dit. Un jour, il y a Bouteflika, il dit: mes chers compatriotes, les Anglais sont allés sur la Lune. Nous, on va aller sur les Soulets. Oui, nous allons aller sur les Soulets. Et il y a quelqu'un dans le public qui dit: excuse-moi, monsieur le président, si on va sur les Soulets, on va se brûler. Espèce de connasse, on va y aller les nuits. Ah oui, merde, oui. Allez, vas-y, mon fils. Ah, je suis fier de toi. Mon artiste préféré, Nico démesuré, ouais, j'adore. Je l'aime. Donc, on s'est quand même mis à plusieurs pour essayer de rivaliser d'ingéniosité pour faire un dessin. Et donc, on est assez content du résultat hein, au niveau de ce qu'on a pu mettre. Tu vois le dessin? Merci, pardon, hein, excusez-moi pour avoir fait subir autant d'incompétence, je m'éloigne plus du truc. J'ai un autre dessin, un petit dessin parce que j'ai entendu hier soir, parce que les gens ont continué à parler hein, de la journée d'hier, donc voilà. Les gens s'en foutent. Hein. Merci.